Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours en compagnie de notre cher Burluc. Aujourd'hui j'aimerais vous parler d'évolution par sélection naturelle, et cela en continuant à construire sur notre modèle plante Burluc vu dans les deux précédentes vidéos. La première question que je me suis posée est de définir la propriété du Burluc qui va être sujette à évolution. On peut appeler ce genre de propriété un trait, mais on verra ça en détail plus tard. Ce trait donc pourrait être une des propriétés déjà présentes dans le modèle, comme par exemple le seuil d'énergie que doit atteindre un Burluc avant de se reproduire, mais j'avais envie d'en profiter pour évacuer une approximation du modèle. Alors des approximations, il y en a plusieurs, comme le fait que la reproduction soit asexuée par exemple, mais une des plus flagrantes, il me semble, est que le Burluc est capable de percevoir s'il y a un arbre ou un rocher l'empêchant de se déplacer sur une position, mais en revanche il ne perçoit pas s'il y a une plante à consommer. Autrement dit, en dehors du fait de percevoir si une position est déjà occupée ou non, les Burlucs avaient un déplacement parfaitement aléatoire. Mais s'il peut voir les arbres qui l'entourent, le Burluc pourrait bien voir les plantes également. Et s'il en voyait une, que ferait-il ? Avant toute chose, revoyons succinctement les règles du modèle de base plante Burluc. Pour le moment, le Burluc a donc un déplacement parfaitement aléatoire sur l'une des 8 positions disponibles autour de lui. À chaque pas de temps, ce déplacement implique un coût énergétique diminuant son énergie. Et si cette énergie atteint 0, alors le Burluc meurt. En revanche, le Burluc a la possibilité de consommer une plante lorsqu'il se trouve à la même position que celle-ci. Cette consommation lui donne un gain d'énergie au prix d'une perte d'énergie pour la plante. Si le Burluc consomme assez de plantes pour atteindre un certain seuil d'énergie, alors il se reproduit et génère un nouveau Burluc supplémentaire. De son côté, la plante a un gain intrinsèque d'énergie selon une fonction logistique jusqu'à atteindre un niveau maximum d'énergie auquel elle persiste tant qu'elle n'est pas consommée. Si vous souhaitez plus de détails sur la construction de ces règles, je vous invite à aller voir les deux précédentes vidéos. Par ailleurs, les plus assidus ont peut-être remarqué que je n'ai pas parlé de la mortalité et de la régénération des plantes. Tout simplement parce que j'ai évacué cette règle pour le moment. Considérons que l'on est dans un environnement suffisamment favorable aux plantes pour qu'elles ne se dégradent jamais et regagnent directement de l'énergie après avoir été consommées. Ok, donc maintenant, l'idée est de considérer que le Burluc peut percevoir son environnement, et en particulier les plantes, dans une certaine limite. On indique la zone de perception du Burluc par un cercle autour de lui. Il a donc maintenant la capacité de voir l'environnement qui se situe à l'intérieur de ce cercle. Dans cette position initiale, on voit bien qu'il n'y a aucune plante à l'intérieur de la zone de perception, et dans ce cas, le cercle de perception est vert. Le Burluc n'ayant aucune plante en vue, il se déplace alors de manière aléatoire. Après 2 déplacements aléatoires, le Burluc a 2 plantes qui apparaissent dans sa zone de perception, ce qui est signalé par la couleur rouge du cercle. De notre point de vue, il s'agit de la plante en dessous du Burluc et celle à droite. À ce moment-là, le Burluc va faire quelques calculs. Premièrement, il regarde la distance qui le sépare de chaque plante dans sa zone de perception, et s'il y a une plante plus proche que toutes les autres, il la choisit. En l'occurrence, dans la situation présente, il est un peu embêté parce que les 2 plantes sont à la même distance. Pour faire simple, il pourrait choisir aléatoirement l'une des 2 plantes et se précipiter dessus. Mais il est plus malin que ça. Puisqu'il est capable de voir les plantes dans sa zone de perception, il est également capable de voir leur taille, qui est une indication directe de l'énergie présente dans chaque plante. Donc dans le cas d'une égalité de distance, il choisit parmi les plantes les plus proches, celle ayant le plus d'énergie. Ici c'est la plante du bas. Une fois choisi sa cible, le Burluc regarde les positions disponibles autour de lui où se déplacer, et choisit parmi ces positions celle étant la plus proche de sa plante cible. Et de cette manière, étape par étape, cela lui permet de tracer le chemin le plus court vers la plante et la consommer. Regardons-le à l'action. Oula, il y a peut-être un petit problème. En fait, une fois que le Burluc a atteint et consommé la plante cible, il se redéplace sur une des positions adjacentes à la plante, mais dès lors, la plante la plus proche de lui à l'intérieur de sa zone de perception est de nouveau la même plante. Donc il y retourne. Et il continue ce petit jeu sans cesse. Enfin, le problème c'est que la plante n'a pas le temps de repousser. Elle ne fournit quasiment plus d'énergie au Burluc à chaque consommation, ce qui ne permet pas de compenser le coût du déplacement. Et donc le Burluc finit par mourir en stagnant sur la plante. Bon, la manière qui me semble la plus simple et écologiquement vraisemblable d'éviter ce problème est de considérer que les plantes sont exploitables ou consommables seulement au-delà d'un certain seuil d'énergie. En dessous de ce seuil, les plantes sont maintenant jaunes et le Burluc ne les percevra pas comme des plantes consommables. Cela implique que lorsqu'une plante vient d'être consommée par un Burluc, celui-ci ne la percevra plus comme consommable pendant un certain temps, et il ne restera donc plus bloqué sur cette plante et partira plutôt à la recherche d'autres plantes consommables.
et au fur et à mesure de leur croissance, les plantes jaunes finissent par franchir le seuil d'énergie et deviennent alors vertes et consommables. Maintenant que la capacité à percevoir son environnement est en place, voyons ce que ça donne. J'ai essayé de faire assez succinct sur l'implémentation de cette nouvelle capacité dans le modèle, mais en réalité ça implique quelques subtilités et quelques choix, comme par exemple la métrique de distance utilisée, qui peuvent mener à des comportements pas forcément souhaités ou carrément des bugs. Bref, j'ai mis un peu tout ça sous le tapis, mais si ça vous intéresse, je pense que ça peut faire l'objet d'une petite vidéo purement technique sur les problèmes rencontrés. Donc faites-le moi savoir en commentaire si c'est le cas, et je me pencherai sur la question. Le Burluc peut maintenant percevoir son environnement dans une certaine zone autour de lui. Ce qui va nous intéresser, c'est de questionner l'évolution par sélection naturelle de cette capacité. Pour cela, on pourrait tout simplement considérer une situation binaire, qualitative, où soit un Burluc a la capacité de percevoir son environnement, soit elle n'a pas la capacité. Mais on pourrait faire un peu plus subtil en se disant que cette capacité repose certainement sur des processus et des structures biologiques. En l'occurrence, ici, on peut facilement penser à la vue, et donc aux yeux du Burluc. Le fait de se raccrocher à des structures biologiques incite à une approche plus quantitative, c'est-à-dire par exemple considérer qu'un Burluc a une vue plus ou moins bonne, plutôt que de considérer qu'un Burluc ait ou non des yeux. Cette approche quantitative s'inscrit mieux dans la définition de ce qu'est un trait chez un organisme vivant. Par exemple, Wikipédia nous dit qu'un trait est un descripteur biologique, comportemental ou écologique quantitatif. Ainsi, le trait, ou plus précisément le trait phénotypique, le phénotype étant l'ensemble des traits observables d'un organisme, pourrait alors non plus être la capacité qualitative de perception de l'environnement, mais plutôt la distance quantitative jusqu'à laquelle un Burluc peut percevoir son environnement. Le trait du Burluc devient donc le rayon du cercle délimitant sa zone de perception. S'il vaut 1, le Burluc peut voir toutes les positions de son voisinage direct, avec un trait valant 2, il voit jusqu'à une distance de 2 positions autour de lui, et ainsi de suite. On a donc maintenant le trait phénotypique, la distance de perception, dont on va examiner l'évolution par sélection naturelle. Celle-ci repose sur 3 piliers fondamentaux. Premièrement, l'hérédité, c'est-à-dire la transmission des caractères, des traits, d'une génération à l'autre. En fait, on a déjà vu l'hérédité à l'œuvre lorsqu'on a regardé cette simulation pour voir le fonctionnement de la capacité de perception. L'hérédité est le fait que lorsqu'un Burluc se reproduit, son descendant a le même trait de distance de perception, ce qui s'exprime ici par le fait que tous les Burlucs ont des cercles de perception ayant le même rayon au fil des générations. L'hérédité est absolument nécessaire à l'évolution par sélection naturelle, mais il sera plus simple d'expliquer et de comprendre pourquoi une fois introduits les 2 autres piliers. Le second pilier donc est la variation. Plus précisément, il s'agit de la variation du trait, et plus précisément encore, il s'agit en fait de la variation du gène ou de l'ensemble de gènes qui sous-tendent le trait. Mais considérer les subtilités génétiques et la relation entre les gènes et les traits n'est vraiment pas nécessaire pour cette introduction à l'évolution. Donc pour simplifier tout en étant au clair, on peut considérer que dans notre cas, le trait repose sur un gène unique, sans aucune interférence avec les autres gènes de l'organisme, et donc lorsque le gène varie, le trait varie similairement. Cette simplification étant posée, on évacue la génétique pour la suite, et je continue à parler tout simplement en termes de traits phénotypiques. Donc partons d'un Burluc avec un trait de perception ayant une certaine valeur, l'hérédité nous dit que normalement son descendant aura le même trait. Mais c'est là que le processus de variation intervient. En fait, il est possible que le trait subisse une mutation, par différentes causes physiologiques, qui modifie sa valeur. Ainsi, si une mutation se produit, celle-ci étant aléatoire, on aura 50% de chance d'avoir un descendant avec un trait de perception qui vaudra celui du parent plus 1, et 50% de chance d'avoir un descendant avec un trait valant celui du parent moins 1. Alors la petite subtilité ici, c'est que au plus faible le trait peut valoir 1, donc si une mutation mène à un trait inférieur à 1, on considère en fait qu'elle n'est pas possible et est annulée. J'aurais pu aussi choisir comme plus petite valeur 0, c'est-à-dire l'absence de perception, mais de même il aurait s'agi d'une limite basse, puisqu'il n'y aurait aucun sens à considérer des valeurs de traits négatives. En quelque sorte, une valeur de 0 représente un Burluc qui n'aurait plus d'yeux, donc une valeur encore plus faible, c'est-à-dire négative, n'aurait pas de sens. Enfin, s'il n'y a pas de mutation, alors c'est le processus d'hérédité qui prime, et le descendant a exactement le même trait que le parent.
Simplement pour être bien sûr de cerner comment se produit la variation, regardons une simulation avec une probabilité de mutation égale à 1. C'est-à-dire que le processus de variation va se produire à chaque événement de reproduction. Au final, on arrive assez vite à tout un panel de traits, puisqu'à chaque reproduction, il y a variation. Enfin, le troisième pilier est la sélection à proprement parler. C'est-à-dire le fait que différentes valeurs de traits, générées par le processus de variation, peuvent avoir différentes valeurs sélectives. La valeur sélective d'un individu, c'est le nombre de descendants qu'il aura au cours de sa vie. Donc on peut définir la valeur sélective d'un trait comme la moyenne des descendants qu'auront les individus avec ce trait au cours de leur vie. Tout le principe de sélection réside dans le fait qu'un trait qui en moyenne produit plus de descendants va s'imposer dans la population, il va être sélectionné. Prenons ce cas simpliste avec initialement deux burlucs, l'un avec un trait valant 1 et l'autre avec un trait valant 4. De plus, on ne considère ici pas de mutation, donc pas de variation du trait, seulement une hérédité parfaite. L'idée est de voir que le trait de perception valant 4 semble sélectionné par rapport à celui valant 1, car il produit bien plus de descendants. Et au final, le trait valant 4 s'impose dans la population puisque dans cette courte simulation, il n'y a à la fin qu'un seul individu avec un trait valant 1, et on peut supposer que cette valeur de trait va disparaître si on prolonge la simulation. Pour finir sur les trois piliers de l'évolution par sélection naturelle, j'aimerais revenir sur l'importance de l'hérédité. Si on relance la même simulation avec un burluc ayant un trait de 1 et un burluc ayant un trait de 4, mais cette fois-ci avec une probabilité de mutation égale à 1, donc une variation à chaque reproduction. Est-ce que dans ce cas, la sélection d'un trait peut se produire? Le problème est que même si les individus ayant un trait d'une certaine valeur ont en moyenne plus de descendants, ces descendants, eux, n'auront pas le même trait. Donc même si en quelque sorte les parents sont sélectionnés parce qu'ils produisent beaucoup de descendants, le trait, lui, ne l'est pas, puisqu'il varie à chaque reproduction. C'est pour ça que la sélection naturelle est à comprendre à l'échelle d'un trait, et donc d'une population d'individus, et pas à l'échelle d'un individu seul. À l'état final de la simulation, il est bien plus difficile de penser qu'un trait a été sélectionné par rapport à un autre. Et encore, l'hérédité n'est pas totalement niée dans cette simulation avec 100% de chances de mutation, car la mutation induit une variation de plus ou moins 1 autour du trait parent. Mais une véritable absence d'hérédité induirait que le trait de chaque descendant est une valeur totalement aléatoire, et dans ce cas, aucune sélection n'est possible. Maintenant que le trait d'intérêt et les trois piliers de l'évolution par sélection naturelle sont introduits, on va pouvoir regarder comment le trait évolue. Le pourcentage de mutation sera à présent de 5%, ce qui est encore excessivement fort par rapport à la réalité, mais c'est un compromis entre se rapprocher d'une probabilité crédible et en même temps pouvoir simuler de l'évolution sans avoir besoin de faire des simulations excessivement longues. D'ailleurs, pour avoir des résultats pertinents, celles-ci sont déjà assez longues, et donc on va devoir se passer des visualisations en 3 dimensions pour la suite. À la place, on va avoir deux types de graphiques. À gauche, la représentation de l'espace en 2 dimensions. Les burlucs sont en bleu, les plantes consommables en vert, et les plantes non consommables en rouge, tandis que les positions vides sont en noir. Remarquez que la taille de l'espace est de 50 positions par 50 positions, et c'est un paramètre que l'on ne modifiera pas. À droite, c'est le graphique le plus important qui représente l'évolution du trait en fonction du temps. L'axe des abscisses, donc l'axe horizontal, représente comme souvent l'axe du temps, et l'axe des ordonnées, l'axe vertical, représente des valeurs de trait, donc la distance de perception. Enfin, le gradient de couleur indique une proportion allant de 0 à 1. Au fil du temps, le graphique va se remplir de couleurs indiquant la proportion de burlucs vivants pour chaque valeur de trait rapportée à l'ensemble de la population de burlucs. Pour être clair, la simulation est initialisée avec 50 burlucs ayant tous un trait valant 1. Donc à temps égale 0, il n'y a que des burlucs avec un trait de 1. Donc dans le graphique, on va avoir une couleur jaune, représentative d'une proportion maximale de 1, à la valeur de trait égale à 1. L'idée de visualiser des proportions est de mettre facilement en lumière là où les valeurs de trait dominantes dans la population. Alors, à quelle dynamique peut-on s'attendre ?
Partant d'une population de Burluc exclusivement avec un trait de 1, on voit qu'au fil du temps, plusieurs autres valeurs de traits apparaissent dans la population. Jusqu'à un état final où il y a une majorité de la population qui s'étale sur des valeurs de traits allant de 1 à 4. Mais aussi une minorité non négligeable avec un trait allant jusqu'à 8. Bon alors, que peut-on dire de tout ça? Est-ce que la distance de perception évolue par sélection naturelle? En fait, je viens de me souvenir que je devais d'abord vous raconter une histoire. L'autre jour, Burluc est resté trop longtemps brouté dans la prairie, de telle sorte que lorsqu'il s'est rendu compte qu'il était temps de rentrer, il faisait déjà nuit noire. Sa seule possibilité a alors été de marcher totalement aléatoirement dans n'importe quelle direction, et son seul repère étant que lorsqu'il sentait de l'herbe sous ses pattes, c'est qu'il était de retour à la prairie et donc qu'il ne devait pas continuer dans cette direction. La prairie formait donc une barrière d'un côté, mais pour le reste, il ne pouvait faire autre chose que de se déplacer aléatoirement dans l'une des 4 directions. Oui, parce que le Burluc n'a vraiment aucune mémoire. Mais il n'était franchement pas inquiet, il répétait même à qui voulait l'entendre: avec une marche aléatoire contrainte à gauche, je pourrais aller jusqu'à n'importe quelle distance finie à droite, dans un temps fini. Intéressant ce dicton du Burluc. Est-ce que vous voyez le lien avec notre affaire d'évolution? Ou peut-être mieux comme cela? En fait, comment être certain que l'apparition de nouveaux traits a à voir avec un processus de sélection naturelle et pas simplement une marche aléatoire? En effet, à chaque reproduction avec mutation, le trait du descendant peut valoir plus 1 ou moins 1. Donc à l'échelle de toute la population, l'ensemble des reproductions avec mutation implique une sorte de marche aléatoire du trait. Et en plus, celui-ci est contraint en 1. Il ne peut pas valoir moins. Donc tout comme le Burluc qui est contraint par la prairie, il y a une certaine probabilité d'avoir des grandes valeurs malgré un processus parfaitement aléatoire. Il nous faut donc une méthode pour évaluer à quel point la dispersion des valeurs de traits de perception peut en fait correspondre à un simple processus aléatoire. Ce qu'il serait bien, c'est de pouvoir comparer justement avec une évolution aléatoire. Et pour faire cela, il nous suffit de considérer que le Burluc a un second trait, qui n'a absolument aucun effet sur son comportement, un trait neutre, mais qui comme n'importe quel autre trait se transmet par hérédité et subit une variation par des mutations. Évidemment, les deux traits, le trait de perception et le trait neutre, ne doivent avoir aucune influence l'un sur l'autre, et leurs mutations doivent être indépendantes. Ainsi, alors que le trait de perception peut subir un processus de sélection, puisqu'il a un effet sur le comportement du Burluc, le trait neutre, lui, ne peut évoluer que de façon aléatoire. Cette évolution aléatoire s'appelle la dérive, et c'est une force d'évolution qui peut être importante. Regardons de nouveau la dynamique évolutive maintenant que l'on a un trait neutre pour comparer. Là, on peut commencer à véritablement penser qu'il y a évolution du trait de perception par sélection naturelle, et pas simplement par une dérive aléatoire, puisque comparativement au trait neutre, le trait de perception atteint des valeurs bien supérieures dans une proportion non négligeable. En revanche, j'avoue qu'en voyant cela, j'étais un peu surpris du faible étalement du trait neutre, surtout après l'histoire du Burluc que je viens de vous raconter. Même si c'est un phénomène qui est censé être assez rare, une simple marche aléatoire par les mutations devrait pouvoir mener à des valeurs de trait neutre plus importantes. Mais en fait, après une petite enquête, il s'avère que c'est simplement la visualisation graphique qui donne cette impression. Elle est faite pour mettre en lumière les valeurs de traits dominantes, ou du moins pas trop rares, dans la population. Mais au point de faire disparaître les valeurs rares. Avec cette autre graphique, qui affiche même les valeurs très rares en proportion, on voit qu'effectivement, même par un processus purement aléatoire, le trait neutre peut atteindre une valeur de 5 dans cette simulation. D'ailleurs, on voit également que du côté du trait de perception, la visualisation des valeurs de traits même rares montre qu'il existe des Burluc avec un trait de perception valant 10. Bon, la distance de perception semble bel et bien évoluer par sélection naturelle sous ces conditions. Mais personnellement, étant donné le paramètre de taille de l'espace, et l'absence de désavantage apparent au fait d'avoir une grande distance de perception, je m'attendais à ce que les valeurs de traits soient moins étalées, et que la sélection mène la population de Burluc à converger vers quelques valeurs de traits assez fortes. Mais en fait, quand on regarde l'espace de simulation, on voit que malgré une taille de 50 par 50, la distance minimale entre deux plantes est souvent faible. Et donc avec une distance de perception de 4 par exemple, un Burluc a déjà la capacité d'avoir quasiment tout le temps une plante consommable dans sa perception. Ce sera donc également le cas pour un Burluc avec une distance de perception encore plus grande, mais finalement cela n'apportera pas d'avantage supplémentaire et donc la sélection ne mènera pas à des valeurs plus grandes.
À partir de ce constat, ce que ça m'a donné envie de tester, c'est comment l'évolution du trait de perception peut dépendre de la densité en plantes, c'est-à-dire le rapport entre le nombre de plantes et le nombre total de positions dans l'espace. Les simulations sont longues à produire, alors je me suis contenté de 5 valeurs de densité en plantes. La ligne du haut montre la dynamique évolutive du trait de perception pour les 5 densités, tandis que la ligne du bas la dynamique du trait neutre. Ah, là ça se comporte bien comme attendu. La densité en plantes, donc finalement la distance moyenne entre deux plantes consommables, est effectivement un paramètre jouant un rôle fort dans l'évolution de la distance de perception. Lorsque la densité est faible, la sélection devient bien plus prononcée, de telle sorte que l'ensemble de la population de burluques converge vers des valeurs importantes du trait de perception. En particulier avec une densité de 0.04, la valeur dominante dans la population est de 7, contre seulement 2 en majorité pour le trait neutre. D'ailleurs, pour ce qui s'agit du trait neutre, et donc du rôle de la dérive dans l'évolution, la simulation avec une densité de 0.12 a d'intéressant le fait qu'une part importante de la population a un trait neutre valant 4, ce qui montre bien que la simple dérive peut potentiellement mener à des valeurs de trait assez élevées. Voici une seconde visualisation ne montrant plus toute la dynamique temporelle, mais simplement la distribution des valeurs des deux traits à l'état final de chaque simulation. Ce type de graphique s'appelle un graphique en violon. L'axe des ordonnées représente toujours les valeurs de trait comme précédemment, mais cette fois-ci ce n'est plus la couleur mais la largeur qui indique comment la population se répartit sur les valeurs de trait. La couleur bleue ou jaune indique s'il s'agit du trait de perception ou du trait neutre. Donc par exemple sur le violon le plus à gauche avec une densité de plantes de 0.04, la grosse bosse bleue autour d'une valeur de 8 indique que la majorité de la population de burluques a un trait de perception valant 8 ou autour. De manière générale, ce que j'aurais envie de dire en voyant cet ensemble de graphiques, c'est que pour des densités de 0.2 et 0.16, donc les distributions les plus à droite, l'évolution par sélection naturelle semble jouer un rôle puisque les distributions de traits de perception sont bien plus étalées que les distributions du trait neutre, résultant uniquement de la dérive aléatoire, mais pour autant la sélection ne semble pas très forte puisque les valeurs de traits de perception sont étalées de manière assez uniforme, en particulier pour la simulation avec une densité de 0.16. Le fait d'avoir simplement une large bosse allant de 3 à 7 environ signifie qu'il n'y a pas une sélection forte pour l'une ou l'autre de ces valeurs, mais qu'au contraire, elles semblent toutes donner à peu près le même avantage. C'est assez différent de la simulation avec une densité de 0.04, où il est plus clair qu'il y a une sélection assez forte pour un ensemble de valeurs autour de 8. Enfin, il y a peut-être quelque chose d'intéressant derrière le fait d'avoir deux bosses bleues pour les simulations au centre, avec des densités de 0.08 et 0.12. En effet, rien n'oblige à ce que la sélection mène un trait vers une seule valeur de trait qui serait optimale. Bon, déjà parce que le terme optimal n'est pas du tout adéquat quand on parle de sélection naturelle. Et c'est un profond débat dont on discutera certainement un jour. Mais surtout parce qu'il est tout à fait possible que deux valeurs différentes, ou plus, subissent des efforts de sélection comparables, de sorte à avoir une distribution de traits qui n'est pas unimodale, c'est-à-dire centrée sur une seule valeur de trait, mais multimodale, c'est-à-dire avec plusieurs valeurs de traits dominantes. En l'occurrence, pour ces deux simulations avec des densités de 0.08 et 0.12, on pourrait parler de distribution bimodale. Il semble y avoir deux valeurs de traits dominantes vers lesquelles la population converge. Honnêtement, j'ai un peu de mal à voir comme ça intuitivement pourquoi ce serait le cas avec notre modèle de trait de perception. Ça demanderait de creuser plus pour comprendre. Mais creuser cette question, ça commencerait à ressembler à un travail de recherche. Et ce n'est pas vraiment le but ici, alors on va laisser ce mystère de côté. J'aimerais plutôt finir sur ce graphique. Il s'agit d'une simulation avec une densité de plantes de 0.032, qui est la limite basse de densité de plantes à laquelle le modèle est viable. Avec moins de plantes, les burluques s'éteignent à chaque fois très vite avant que le trait de perception puisse évoluer. Ce qui me semble intéressant dans cette simulation, et qui d'ailleurs m'a initialement fait croire à un bug que je n'avais pas déniché, ce qui m'a beaucoup inquiété, c'est la forte valeur dominante pour le trait neutre à la fin de la simulation. La population a majoritairement un trait neutre de 5, tandis que du côté du trait de perception, il y a un étalement entre 4 et 7. Autrement dit, il n'y a pas une franche différence entre le trait de perception et le trait neutre. Et pourtant, on a bien vu qu'à faible densité en plantes, c'est là que la sélection est la plus forte. Après avoir évacué la possibilité d'un bug, je me suis demandé si moi-même je n'étais pas en train de me faire avoir par la force de l'évolution par dérive aléatoire.
Et le fait de jeter un œil à la dynamique de la population de burlucs, donc tout simplement le nombre de burlucs vivants en fonction du temps, m'a donné la réponse. En fait, avec aussi peu de plantes, les 50 burlucs en condition initiale, qui rappelons-le ont une distance de perception de seulement 1, subissent une forte mortalité. Mais ensuite, après être passé très proche de l'extinction, la population de burlucs finit par finalement reprendre du poil de la bête, grâce à l'apparition de burlucs ayant une distance de perception de 2, suite à des épisodes de reproduction avec mutation. Et la population suit ensuite une forte croissance associée à l'augmentation des valeurs du trait de perception, jusqu'à atteindre plus ou moins une valeur d'équilibre avec des variations stochastiques. L'élément clé est de réaliser qu'au moment de l'apparition de valeurs de distance de perception plus grandes, permettant la croissance de la population alors qu'elle était très faible, à peine 10 individus, il y a eu par hasard, de manière concomitante, des mutations positives du trait neutre, menant à des valeurs de 2 et 3. Ce qui implique que les burlucs qui ont vu leur taux de survie augmenter et donc également leur nombre de descendants, en fait les burlucs qui sont à la base de la reformation d'une plus grande population, sont des burlucs qui par hasard avaient un trait neutre de 2 ou 3. Et donc au final la population qui résulte de ces burlucs a également un trait neutre déjà assez élevé. Puis par hasard il y a encore eu quelques autres mutations positives menant à avoir des valeurs de 5, et étant donné que même à l'équilibre la population n'est pas très grande, de l'ordre de 35 individus, il suffit de quelques reproductions avec mutations positives menant à un trait neutre de 5, puis de quelques reproductions de ces burlucs, pour qu'au final la population soit dominée par un trait neutre valant 5. La morale de tout ça, c'est que lorsqu'une population est petite, qu'elle comporte peu d'individus, la dérive aléatoire peut être une force évolutive aussi puissante que la sélection. Quand bien même l'environnement implique une forte sélection, ce qui est notre cas ici puisque la densité en plantes est faible. La force de la dérive aléatoire dans une petite population est un problème majeur quand il s'agit de s'intéresser à la préservation d'une espèce à risque. C'est pourquoi on s'intéresse souvent à la diversité génétique, on pourrait aussi dire diversité des traits, quand on se questionne sur le risque d'extinction d'une population. La dérive aléatoire est par exemple le mécanisme par lequel un trait délétère, c'est-à-dire qui désavantage son porteur, donc qui est contre-sélectionné par la sélection naturelle, peut tout de même devenir dominant dans une petite population, et donc mettre cette population en péril. Mais rentrer en détail dans ces considérations nous amènerait trop loin. C'en est assez pour aujourd'hui. Souvenez-vous des 3 piliers d'évolution par sélection naturelle, et du rôle de la dérive aléatoire comme force évolutive supplémentaire à la sélection. Avant de vous laisser, j'aimerais conclure par une petite réclame. Pour que ce travail perdure, j'ai besoin de votre soutien. On ne réalise peut-être pas, mais cette vidéo représente 150 heures de travail, entre la programmation initiale du modèle, l'exploration des résultats, puis la production des visualisations des résultats, de l'animation 3D, de l'écriture du script et du montage. Tout en étant tout à fait favorable au partage de connaissances de manière bénévole, il me faut aussi assurer mes conditions matérielles d'existence. Je vous partage en description un billet de blog de David Loapre, de la chaîne Science Étonnante, qui discutait de ce paradoxe il y a déjà pas mal d'années. Bref, si vous appréciez ce travail et que vous souhaitez y contribuer, la page Tipeee est là pour ça. Et sachez qu'il n'y a pas de petits dons. Le simple fait de faire la démarche d'un don, aussi petit soit-il, me montre que ce travail a du sens, et ça c'est très important. Une autre information sur laquelle je vous laisse, la prochaine vidéo peut arriver assez vite car j'ai déjà pas mal d'ancien matériel sur le sujet. Merci et à bientôt.